Bonsoir, bonsoir à tous. Et compte tenu du thème de cette soirée, je ne résiste pas à vous souhaiter une bonne soirée en ukrainien et en russe. Dobry Večer et Dobry Večer. Bienvenue, merci d'être venus si nombreux sur ce thème si important. Merci à tous ceux qui nous suivent à distance. On m'a dit que vous étiez plus de 700 inscrits, c'est exceptionnel. Mais c'est à la hauteur du thème qui nous réunit ce soir, c'est à la hauteur de l'Ukraine. Il y a un an, presque jour pour jour, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine, faisant basculer le monde dans une nouvelle ère. Et ce soir, nous accueillons un témoin de cette guerre. Konstantin Sigov, vous êtes né à Kiev en 1962, dans une famille de scientifiques. Dans une société soviétique dominée par le matérialisme historique, qui avait banni la religion des reins et des cœurs, vous vous êtes pourtant converti au christianisme, à la fois orthodoxe, et vous avez reçu le baptême en 1988 avec votre femme et votre fils. Après la chute de l'Union soviétique, vous avez fondé et dirigé le laboratoire franco-ukrainien à l'université de Kiev et enseigné la philosophie à l'Académie Mohyla qui est le plus vieil établissement d'enseignement supérieur d'Ukraine, puisqu'il a été fondé en 1632. Vous avez été aussi directeur d'études associé à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, de 1992 à 1995. Vous êtes francophone et francophile, vous connaissez bien Paris, et nous sommes très heureux de vous revoir sur les bords de la Seine ce soir. Le 24 février, alors que les bombes frappaient Kiev, Konstantin Sigov est resté sur place pour voir et dénoncer ce qui se passait, tandis que son fils, Roman, devenait interprète pour journalistes étrangers et reporters de guerre. Un an plus tard, un an après cette sidération, Konstantin Sigov nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Il ne vient pas seul, puisqu'il vient avec ce livre, Le courage de l'Ukraine, édité aux éditions du Cerf, que je vous recommande vivement, car c'est une escapade, une cavalcade cosaque, si j'ose dire, dans l'histoire de l'Ukraine et en particulier son histoire récente. Avec ce livre, on comprend d'autant mieux ce qui se joue en Ukraine actuellement. Ce livre sera au cœur de nos échanges ce soir et on me prie de vous signaler qu'après la conférence, il y aura une séance de signature par Konstantin Sigov. Alors, le thème s'affiche derrière nous. L'avenir de l'Europe se décide-t-il en Ukraine ? Et Konstantin Sigov aura l'occasion de vous dire que pour lui, cette question ne date pas d'il y a un an. Cette question ne date même pas de 2014, à l'époque du Maïdan et de la guerre civile dans le Donbass. Cette question date d'il y a bien plus longtemps. Alors, nous allons commencer la conférence ainsi. Konstantin Sigov, d'abord, nous partagera ses réflexions, ses convictions éprouvées par la guerre depuis un an sur ce grand thème de l'avenir de l'Europe entremêlé à celui de l'Ukraine. Ce propos durera une vingtaine de minutes, puis il y aura un dialogue entre Konstantin Sigov et moi, et ensuite, vous aurez, cher public, la parole pendant à peu près une demi-heure. Donc l'ensemble de la conférence doit durer 1h30. Konstantin, je vous laisse la parole. Merci encore pour votre venue. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Vous m'entendez ?
D'accord, bon, à ce moment-là, je comprends que c'est plutôt formel. Écoutez, ce qui n'est pas formel, c'est le fait que nous sommes ensemble ce soir et je suis très ému, très heureux de vous voir. Cette rencontre, c'est vraiment la chance unique de recharger notre batterie pour l'année qui commence. Je dois dire que pendant 11 mois, depuis 24 février, les journalistes de votre pays, des autres pays du monde me posent beaucoup de questions difficiles et j'avais du mal à me résoudre à répondre à leurs questions par mes propres questions. Donc je devais impérativement donner une réponse. L'avantage de notre rencontre aujourd'hui, et j'ai saisi cet avantage, c'est que je peux, moi, vous poser des questions ce soir. Et j'espère que nous pourrons trouver ensemble des pistes de réflexion. Et en fait, cette question est posée à nous tous, pas uniquement à moi. Comment les personnes aussi vulnérables, fragiles, humains, d'ailleurs, nous tous rassemblés ce soir, comment pouvons-nous consciemment et librement s'opposer au mal absolu et risquer la vie? Qu'est-ce qui pousse ces gens en Ukraine à surmonter leur fatigue, leur fragilité, pour transporter à l'est du pays l'aide humanitaire, risquant aussi la prison et les tortures? Je connais beaucoup de volontaires, y compris de mon université, des gens civils sans armes qui ont apporté une aide humanitaire, qui étaient arrêtés et torturés par l'armée russe. Et donc, est-ce que leur expérience concrète et absolument fiable peut, ici en France, aider les gens à surmonter la lassitude qui provoque en eux des échos négatifs de la guerre? Et je comprends que, en fait, tous, chacun à sa manière, est éprouvé par cette guerre, aussi les gens ordinaires dans différents pays à travers l'Europe et donc dans votre beau pays. Pendant la pandémie de Covid, nous avons appris tous l'un des symptômes de cette maladie, n'est-ce pas, qui était la disparition du goût et de l'odorat. Eh bien, la disparition du sens est une autre maladie très grave, en fait. Vous voyez, je suis venu avec des livres. Eh bien, c'est vrai qu'en société, il n'est pas convenable de parler de ces maladies, mais vous avez sans doute entendu plusieurs fois parler de la disparition du sens. Et pendant des années, chaque fois que j'arrive à Paris, j'attends le mot-clé, c'est désespérant. On dit Constantin, c'est désespérant. Je souris. Le problème écologique et social amène beaucoup de gens à se faire une idée très pessimiste de l'avenir. La systématisation abstraite, au fond, de la perte du sens influe de plus en plus sur les esprits dans les sociétés en Occident, et pas seulement, et sur les décisions qui sont prises. Comment sortir de cette impasse? La guerre en Europe ne se déroule pas seulement dans les champs de bataille en Ukraine, mais aussi dans l'espace du sens et du non-sens. La résistance au mal absolu mobilise une énergie particulière chez les gens. Mes amis, mes collègues à Kiev, on a parlé dimanche dernier, on avait une longue réunion
dans la matinée à Kiev. Et il témoigne chaque jour, en fait, du fait que l'espoir n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne. Des petits gestes très concrets du matin au soir et dans la nuit. Et donc, par exemple, la reconstruction des hôpitaux, des maternelles, des écoles, des bibliothèques, redonne un sens concret et réel à l'activité des milliers de gens. Il s'agit du courage non pas illusoire, mais réel de se fier à toute une chaîne d'actions sensées entreprises par les réseaux humains solidaires. Quand on est en résistance, on ne sait pas quand sa vie prendra fin, mais on peut sentir à l'instant même qu'elle a véritablement un sens. Et nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de désespoir. Ce ne serait pas seulement mélodramatique, ce sera stupide. En un an, de nombreuses priorités ont changé dans la vie quotidienne de Kiev. L'an dernier, mon fils est né et sa famille, sa femme est italienne, ils ont acheté à Kiev un appartement au 20e étage, début mois de février 2022, dans des meubles. Et donc, nombreux étaient des gens, surtout des jeunes, des gens pleins d'énergie et de hauteur des vues, donc qui voulaient vivre en hauteur pour pouvoir admirer les panoramas de Kiev avec les parcs, pour voir de loin Saint-Sophie de Kiev, Lavra et d'autres endroits pittoresques, l'immense fleuve Dniepr. Et ce dernier temps, il est très fréquent que les ascenseurs ne fonctionnent pas. En outre, pendant les bombardements et les alertes, il est dangereux et interdit de rester dans les ascenseurs. Et pour les personnes âgées qui habitent dans les étages élevés, c'est vraiment très dur. Il y a quelques jours, j'ai accueilli dans mon bureau un remarquable philosophe d'origine russe, Anatoly Akhoutin. Il a 82 ans. Il me dit, avec sourire Constantin, je descends chaque jour du 13e étage pour faire sortir mon chien. Et donc monter et descendre plusieurs fois par jour, tous les étages, ça fait lui un véritable alpiniste. Et à Kiev et dans d'autres villes, bien sûr, d'Ukraine, à Kharkiv, avant 24 février, habitaient 1,5 million de personnes. Aujourd'hui, c'est 2/3 qui sont toujours là. Et donc, grand pratique quotidien, c'est aider à ravitailler en dernier denrées alimentaires essentielles, les familles avec les enfants, petits-enfants, les parents âgés et qui vivent en haut des immeubles, est devenue la pratique solidaire quotidienne des voisins, des amis, des bénévoles. Pendant de longues coupures d'électricité, nous sommes revenus à la pratique de la lecture à la lumière d'une bougie. Telles sont les composantes minimalistes du dynamisme du sens de nos jours, alors que nous avons les yeux tournés, n'est-ce pas, vers les grands tableaux, par exemple, de Georges de la Tour et des autres maîtres qui ont décrit cette présence du visage devant le livre. Et l'acharnement de l'obscurité et la confusion et le rétablissement de la dignité humaine passent par le simple contact avec la lumière d'une bougie, avec un livre ou avec un visage humain. Quand moi, je vois le visage de ma mère, née à Kiev en 1929, donc 6 janvier, et là, nous avons fêté 94 ans. Donc quand je vois le visage occupé à lire,
En fait, je n'ai pas besoin d'autres preuves pour savoir que tout n'est pas perdu, que l'essentiel est avec nous maintenant et dorénavant. Après le 24 février, nous réunissons chaque semaine avec mes collègues du comité de lecture de notre maison d'édition, Duch et Littera, l'esprit et la lettre, et malgré les fermetures des librairies à Kiev, mais pas à Lviv, pas à l'ouest du pays, des dizaines de milliers de gens continuent de commander des livres sur notre site web et les recevoir par la poste. La poste marche. Ils les commandent sur les réseaux sociaux, ils font les commentaires, les remarques, les critiques, les nombreux dialogues, des échanges. Et les Ukrainiens continuent d'enrichir leur bibliothèque personnelle et donnent des livres aux bibliothèques publiques qui ont souffert de la guerre. Il y a des centaines de bibliothèques qui sont complètement détruites. Après l'occupation de Boutcha, mon ami de longue date, un historien, est retourné et a vu les restes incendiés de sa maison privée, assez modeste mais très belle, qui avait brûlé, et avec elle toute sa bibliothèque. 100%, il devait partir précisément. Donc, il avait... Et cette bibliothèque qu'il avait constituée en une quarantaine d'années. Vous connaissez la pratique, les choix de composition, c'est tout un art et toute une vie aussi. Pour des raisons bien compréhensibles, on parle moins des destructions des livres et des bibliothèques que de la mort des personnes et de la destruction des maisons. Vous voyez à la télévision plutôt ça. Mais le livre est redevenu le symbole d'une vie sensée et digne. Des millions d'Ukrainiens ont connu l'épreuve de la disparition de leur bibliothèque, encore une fois personnelle ou universitaire, à l'école, etc. Et c'est pourquoi nous vivons désormais autrement chaque nouvelle rencontre avec un livre. Il y a 3 siècles, en latin, l'un de nos meilleurs professeurs a rédigé une poème qui est maintenant de nouveau au rendez-vous, souvent lu, relu, commenté avec parfois l'ironie, l'humour et puis les sentiments qui sont exprimés par le poète. Permettez-moi de citer, j'ai envoyé ce poème à Georges Niva, il m'a renvoyé la traduction en votre belle langue. Donc je cite, « Adieu, ô mes livres, tant feuilletés et câlinés, malheur à moi, mes yeux, adieu, vous disent à jamais. Plus jamais ne pourront combler mon âme, car vous seul étiez mon nectar, mon miel nourricier, et votre compagnie comme il fut doux de vivre. Vous, mes trésors chéris, vous, mes amours sans fin, vous, mes livres et bouquins, ma demeure, adieu. Mon labeur et ma foi aux bibliothèques, adieu. » C'est pourquoi la parution à Paris du nouveau livre, donc Le courage de l'Ukraine, a une signification toute particulière pour mes amis en Ukraine et à Kiev. Sur la couverture, on voit une photo prise le 22 mars 2022 par mon fils Roman, à côté de notre université, de l'Académie Mohyla, où Barbara Cassan, ici présente, donnait sa conférence il y a peu de temps. Et donc, au tout début de la rue Skovoroda, donc de la place des contrats qui mène vers mon bureau, donc voilà l'itinéraire que depuis 32 ans je pratique pratiquement chaque jour. Et donc, au tout début de la rue Avenue Skovoroda, il y a l'arrêt du bus. Donc, la paroi des verres a été percée par une balle russe.
au milieu du mois de mars. Et la beauté stylistique du vers brisé ne doit d'abord rien, donc ne reflète en quelque sorte rien le danger mortel qui signifie ce trou, le petit trou, on dirait un œil, mais chacun d'entre nous peut mettre la main dans cette blessure, comme l'a fait Thomas. La blessure du sens a beaucoup à nous dire sur le courage de la résistance à l'inhumanité et à la barbarie. Le simple fait d'ouvrir un livre et de réfléchir en dialoguant avec l'auteur sur notre histoire intellectuelle arrache notre espace à l'abattement et au désespoir. Mais c'est précisément cette aide m'ont apporté Anne-Marie Pelletier, qui a beaucoup travaillé pour composer, pour faire préface, pour mettre en forme les textes, et Bernard Marchadier, ici présent, que je salue, je remercie infiniment pour les traductions, les conseils, le dialogue d'amitié, parce que, en fait, quand je parle des livres, je parle de l'incarnation de notre amitié de longue date avec vous, ici présents. Et donc, je suis là pour vous remercier. Et donc, deux mots à propos du contenu de ce texte. Ce livre propose, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de mon journal de la guerre, pas du tout. Ce n'est pas l'exposé d'analyse politique ou même le panorama qui a été plutôt présenté dans le livre des dialogues avec Laure Mandeville, Quand l'Ukraine s'élève, qui est paru en novembre. Là, c'est tout autre chose. C'est plutôt la vision des événements vécus, interprétés au prisme de l'expérience d'un Ukrainien qui a l'expérience dans ses mémoires personnelles, familiales et nationales, culturelles, de l'ordre soviétique, qui a dominé jusqu'à l'indépendance de son pays. C'est à partir de cette mémoire que je cherche à identifier les vraies causes de l'invasion. Le but est bien de rendre sensible que la provocation qui a déclenché Poutine, ce n'est pas l'OTAN, c'est Maïdan plutôt. Plus exactement, c'est le fait que pris corps progressivement à proximité immédiate des frontières de la Russie, notre société civile qui déclare sa prétention à vivre dans la liberté, la dignité, la vérité, cela même qui a été vécu avec intensité à la fin de l'année 2013 et au début de 2014, je me souviens pertinemment, janvier 2014, justement 22 janvier, le premier Bélorusse était abattu par une balle près de Maïdan, mais avant c'était vraiment une révolution pacifique, non violente, avec l'effort de nettoyer les rues sans toucher aucune voiture, aucune vitre, etc. Donc voilà, ça a été brisé en janvier 2014. Mais déjà en 2004, au moment de la révolution orange, cette société civile a commencé à s'exprimer. D'ailleurs, c'était l'année de la parution de notre vocabulaire des philosophies européenne et de l'effort de les traduire en langue ukrainienne et aussi en langue russe. Et donc cet effort de la société civile, cette volonté de s'ouvrir, de dialoguer avec le monde entier directement, était perçu comme insupportable pour un régime néo-soviétique, le danger qu'il lui fait conjurer à tout prix en écrasant, en rayant de la carte l'Ukraine imprudente. Et donc l'invasion de la Crimée fut le début de la riposte. Il me paraît essentiel
de reconnaître et de faire savoir que la capacité de résistance de notre société, qui montre aujourd'hui le peuple ukrainien, s'est forgée dans l'histoire récente. Il est beaucoup trop court de considérer l'héroïsme actuel des Ukrainiens comme en simple réplique à l'agression. Depuis le mois de février, la résistance a une histoire où ont été actifs les dissidents ukrainiens, mais aussi les dissidents baltes, dissidents russes, dissidents arméniens et d'autres. Et dans les milieux intellectuels, depuis la fin des années du XXe siècle, un patient travail de la pensée s'est alimenté auprès de Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Lévinas et d'autres penseurs de la pensée française au sens le plus large du terme, depuis Pascal et Montesquieu, Montaigne, Descartes. Et donc, au cours des dernières décennies, l'Ukraine s'est émancipée de ce régime des mensonges systématiques qui était particulièrement violente au moment de Tchernobyl et après. Et elle s'est démarquée de plus en plus d'un régime poutinien qui, elle, s'enfermait de plus en plus dans le retour des Homo Sovieticus, et c'est ce mouvement d'émancipation qui éclot aujourd'hui sous la forme d'une endurance, d'une résistance qui impressionne le monde. En fait, on me demande assez souvent, y a-t-il une rupture entre Staline, Brejnev et Poutine ? Et pour qui a un peu de mémoire de l'histoire du siècle dernier, l'évidence est criante. Ce qui conduit aujourd'hui la politique du Kremlin, c'est le même rapport à la force brutale, la même pratique du mensonge, la même manipulation des esprits par la propagande, mais aussi le même mépris de la vie humaine, celle de l'ennemi bien sûr, mais aussi de son propre peuple, que l'on envoie à faire massacrer sans état d'âme. Et c'est bien sûr la même cruauté qui est à l'origine des millions de morts qui sont au passif de l'histoire soviétique. Il suffit par exemple de relire les chroniques de l'URSS au siècle dernier, écrites par Nadezhda Mandelstam, donc j'ai fait analyse ici dans un petit texte, qui restitue le souvenir de la persécution de son mari, immense poète, Ossip Mandelstam, considéré comme, par Paul Celan comme peut-être le plus grand poète du XXe siècle, traduit par Paul Celan en allemand. Et donc, je crois que voilà, c'est une évidence que nous sommes aux prises avec le poison lent du soviétisme qui continue à imprégner la société et le pouvoir russe. La vraie nouveauté, en fait, ce qui distingue en fait la situation actuelle de l'histoire stalinienne, de l'histoire du Brejnev, ce qui est nouveau en ce moment, qui donne la frisson, est que l'on sait parfaitement aujourd'hui en Russie l'ampleur du crime. Ce n'est plus un secret pour personne, tout le monde est au courant. C'est bien télévisé, documenté, mis dans les réseaux sociaux. Donc, qui ont commis autant du communisme de l'époque soviétique et de l'époque actuelle, mais on assume ces crimes avec un parfait cynisme et on se fait tranquillement l'héritier de l'ordre totalitaire. Donc, l'hymne soviétique, toujours chanté à chaque match de foot, pour nous, encore une fois, cette mélodie fait froid au dos et en même temps, c'est cette musique-là qui domine le sport totalitaire, on peut dire, qui a le souvenir des Jeux en Allemagne nazie. Pour conclure, permettez-moi vous une métaphore un peu ironique lancée par un très bon écrivain, recteur de l'université psychologique d'Odessa, Boris Khersonsky. Il dit « Imaginons un match de foot où les règles sont étranges. Il se déroule sur le terrain d'une seule équipe. L'une des deux équipes n'est pas constituée que d'attaquants.
l'autre des défenseurs et de milieu de terrain. Sur le banc, des remplaçants, il y a un nombre non contrôlé de joueurs et l'entraîneur en envoie sur le terrain autant qu'il juge nécessaire. Les arbitres veillent de près à ce que les joueurs de l'équipe de la défense ne dépassent pas la ligne médiane, donc la frontière du pays agressé et le pays d'agresseur. À propos, la surface du terrain des attaquants est 10 fois supérieure à celle du terrain des joueurs de défense, de sorte que ligne médiane n'est pas un concept pleinement adéquat. Les commentateurs qualifient d'escalade toute tentative sérieuse de défense. Vous avez donc compris, cher ami, de quoi je parle. Voilà, je ne veux pas dire plus sur le livre, j'attire juste votre attention que l'épilogue du livre, très bref, intitulé Alpha et Omega, relire Skovoroda au temps de la guerre. Skovoroda, philosophe du XVIIIe, donc on vient de fêter 300 ans de sa naissance, en 1722. Eh bien, relire Skovoroda, c'est tout à fait nécessaire pour nous. Et sur la terre de Skovoroda, il était originaire de la région de Kharkiv, mais il était notre étudiant à l'Académie Mohyla de Kiev et illustre et professeur après. Et donc, j'étais frappé que ces écrits, les écrits des auteurs antiques, grecs, latins, traduits par Skovoroda, il écrivait parfaitement aussi en latin, il traduisait vers l'ukrainien. Ces textes inspiraient un jeune, brillant garçon, philosophe, Artem Dimid, brillant intellectuel belge-ukrainien, qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne depuis plusieurs années, qui fut le 24 février, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui est rentré en Ukraine pour participer dans la résistance, qui fut fauché par un tir d'ennemi dans la région de Kharkiv à la fin de juin 2022. Il avait 27 ans et lors de la cérémonie d'inhumation de son fils, son père, ici présent ce soir, Mikhail Demid, assurait que les héros ne meurent, mais ils plantent une graine qui permet aux nouvelles générations de continuer avec de nouvelles idées, une nouvelle bravure, de nouvelles perspectives, plus grandes encore que celles qui les ont précédées. C'est le sens de ce mot. Je suis encore en vie. C'était le dernier message envoyé par le fils au père par son portable. Je suis encore en vie, c'est ce qui nous dit Skovoroda, nos bibliothèques, notre activité avec des livres. Nous sommes encore en vie. Et d'ailleurs, les livres que je vous ai apportés, ils sont là, ils sont publiés cette année. Donc, vous pouvez voir les grands albums artistiques, les textes plutôt philosophiques, les livres publiés pour les enfants, etc. Et voilà, l'idée est assez simple en conclusion, que l'attention prêtée aujourd'hui par vous-même ce soir, par vos médias, par votre société, est absolument nécessaire de convertir en connaissance de la culture ukrainienne, de l'histoire intellectuelle un petit peu tracée dans ce livre. Et voilà, c'était la question posée par Skovoroda. Peut-on tomber amoureux d'une chose qu'on ne connaît pas ? Le foin ne brûle pas sans avoir touché la flamme. Eh bien, je suis habité par cette phrase de Maurice Blanchot qui disait que l'homme est indestructible, qui peut être détruit. Puisse la flamme du courage qui court aujourd'hui d'un bout à l'autre de l'Ukraine se communiquer à tous les Européens. Merci pour vous aider là-dessus.
Merci, cher Constantin, pour vos mots qui nous vont droit au cœur. Et sans vouloir vous divulgacher le livre, vraiment, je me permets d'insister sur la nécessité et le bienfait que procure cette lecture qui retrace effectivement la mémoire longue de la dissidence et de la résistance à l'époque soviétique et qui nous fait connaître des figures dont nous n'avons que peu l'écho de ce côté-ci de l'Europe, notamment les époux Mandelstam. Avec vous, Constantin, j'aimerais revenir sur le processus de désoviétisation entamé par l'Ukraine ces dernières années, mais tout d'abord, parlons de l'Europe. Vous soutenez dans le livre que, je vous cite, l'Ukraine peut devenir le catalyseur de purification et de transformation au sein même de l'Union européenne. Cher Constantin, qu'est-ce qui a besoin d'être purifié et transformé en Europe aujourd'hui ? Évidemment, il était assez clair que la première Europe après la Seconde Guerre mondiale était vécue et toujours garde cette idée de la paix, de la déclaration des droits universels, justement d'interdit de torturer, bafouer, tuer. Donc c'est les points d'origine tout à fait nécessaires. La seconde Europe après la chute du rideau des fers, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique. D'ailleurs, je pense très sérieusement que quelque chose analogue attend la fédération, soi-disant la fédération actuelle russe. C'est un colosse au pied d'argile et en fait, je crois que on surestime sa force, sa capacité et son âge éventuel. Donc il faut se préparer au changement. Et puis je crois que cette troisième Europe qui est en train de chercher son chemin après le 24 février, de plus en plus conscient que l'idée que l'Europe va vivre sans guerre, cette idée est vécue. Qu'il faut repenser beaucoup de questions de sécurité, beaucoup de questions de rapport entre l'État, la prise de décision à l'unanimité autrement, changement des ONU, des droits de veto pour les pays qui sont là. Donc beaucoup de des dispositifs fixés à la fin de XXe siècle sont à revoir. D'ailleurs, c'était le sens même du discours du prix Nobel au décembre dernier. Alexandre Matveïtchouk, juriste très pertinent, remarquable, il disait qu'il est urgent de réformer les institutions européennes pour précisément pouvoir établir le tribunal pour traduire en justice ce qui s'est passé, ce qui est documenté par les juristes de la France et des autres pays libres et démocratiques pendant cette guerre, donc les crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité. Donc ça, on doit juger, on doit être capable de ne pas trop tarder dans notre évaluation et traduction en justice. Mais aussi, je crois qu'il faut repenser en fait les rapports entre l'État l'État des droits, chaque nation, histoire de tel ou tel pays et l'Europe. L'idée d'opposer y voir une opposition systématique entre l'Europe et la nation a aussi vécu. Je crois que c'était... Et le fait que depuis la révolution des Maïdan, les Ukrainiens étaient avec deux drapeaux, drapeau ukrainien et drapeau européen,
c'est quelque chose de simple, clair, parlant, que voilà, notre liberté, espace de liberté européenne, l'espace absolument nécessaire pour respirer dignement et librement doit être défendu. Et donc, voilà, je crois qu'il y a pas mal de choses qui doivent être repensées ensemble. Et en fait, notre but aujourd'hui, c'est de jeter des passerelles à nouveau entre les universités, en particulier d'Ukraine, de Kiev, et les universités à Paris, en France, pour qu'il y ait beaucoup plus en fait d'échanges, alors que on voit voilà, malheureusement, destruction de plusieurs ponts qui étaient construits pendant les décennies précédentes. Donc c'est à nous de reconstruire, et je crois que par exemple, j'ai consulté les gens qui participent dans les réflexions sur le plan Marshall pour l'Ukraine. Donc dans le design et la conception de ce plan pour la reconstruction, je pense que ce sera l'un des plus grands projets européens dans les 10 ans à venir. Je pense que les questions d'enseignement, de recherche, de soft power, de la culture doivent être en profondeur repensées ensemble avec vous. Merci. Merci. Alors, dans le livre et puis dans votre propos, vous insistez beaucoup donc, sur ce processus de désoviétisation entamé par l'Ukraine. Donc, cette rupture avec le passé soviétique, avec les pratiques soviétiques, la corruption, le mensonge, les non-dits, la force brutale. Et c'est un processus qui ne date pas du Maïdan, qui date de la Révolution orange et même de bien avant. Comment concrètement l'Ukraine peut poursuivre cette voie de désoviétisation et comment les autres pays issus de l'ancien bloc soviétique d'Europe qui ne sont pas entrés dans ce processus peuvent en sortir de cette gang ex-soviétique? Oui, en effet, ça me paraît tout à fait nécessaire. Je pense que pour penser très concrètement l'avenir proche, il y a deux prémices par rapport au passé et au présent. D'abord, désoviétiser le passé et dépoutiniser le présent. En ce qui concerne le passé, l'un de mes collègues à Moscou, l'un des meilleurs analystes, politologue, Igor Klamkin, disait « Pour nous tous, l'Ukraine, c'est le laboratoire de désoviétiser les sociétés post-soviétiques. » Il disait pour son expérience d'analyse depuis 30 ans de la société russe, mais la même chose pour la société bélarusse, sans parler des Kazakhstan et des autres pays d'Asie centrale et du Caucase. Je connais bien les collègues en Géorgie et dans d'autres pays qui considèrent que précisément au changement des institutions, d'enseignement, de la police, de l'économie, des fonctionnements de la banque, etc., voilà, de tous les couches, des secteurs de la vie sociale. Et je dois dire que précisément c'est la génération du Maïdan, à mon avis, qui représente une groupe social majeur, on peut dire l'avant-garde de ce processus, représentée en particulier par cette jeune prix Nobel de la paix. Elle a 39 ans, c'est exactement la génération de mon fils aîné, donc de mes étudiants, de mes amis jeunes. Ils sont absolument allergiques à la corruption, ils ont zéro tolérance par rapport à toutes sortes de pratiquer les pratiques, enfin les méthodes, disons, anachroniques soviétiques ou post-soviétiques. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux, très attentivement et collaborer et soutenir cette génération, leurs leaders intellectuels, juristes, entrepreneurs, pourquoi pas, les universités, pour voir clair exactement la carte, pas seulement pour notre pays, mais pour les pays de notre région au sens le plus large. Donc je crois que c'est
une des conditions, à mon avis, de la reconstruction du pays, c'est-à-dire les réformes en profondeur, comme l'effet positif, en fait. Beaucoup de gens chez nous, à Kiev, pensent que malgré la tragédie, malgré la destruction du pays, la reconstruction doit renouveler, en fait, beaucoup de pratiques, beaucoup de méthodes, mais je ne peux pas en ce moment entrer en détail, mais je crois qu'il faut penser ça, pas seulement restaurer les villes, les maisons, mais renouveler la société du fond en comble. Alors, dans l'ouvrage, vous rappelez la richesse culturelle de l'Ukraine. Et tous ceux qui sont allés en Ukraine savent que c'est une nation qui est naturellement bilingue, entre ukrainophone et russophone. Et nous savons aujourd'hui, avec le recul, que le clivage entre russophone et ukrainophone a été largement exagéré et instrumentalisé par la propagande russe. Néanmoins, on constate depuis le début de la guerre la prééminence de l'ukrainien dans les communications officielles et l'insistance à parler cette langue au détriment du russe, y compris de la part de nombreux russophones. Moi-même, en me rendant en Pologne, en voyant tous ces réfugiés issus des régions russophones, j'ai pu constater que beaucoup d'entre eux refusaient à présent de parler russe par rejet de l'ennemi, de l'envahisseur. Y a-t-il, Constantin, un risque pour l'Ukraine de perdre son bilinguisme et cette mixité culturelle qui a fait sa richesse? Pas du tout. Je crois que c'est un risque exagéré et qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. En revanche, il y a une question ironique posée par un grand philologue. Qu'est-ce qui distingue une dialecte d'une langue? Une langue est dotée d'une armée. Je crois que c'est une blague, mais en pensant à cette blague, je pense que le plus grand mal aujourd'hui apporté à la langue russe, il est apporté par exemple, le groupe Wagner. Il suffit d'attendre la langue pratiquée par leur maître dans leur dialogue, vous êtes épargné de comprendre le argot qu'ils parlent. Tout à l'heure, je faisais le commentaire sur LCI, sur le plateau, et je vois que les gens autour de moi n'ont pas l'idée qu'ils se moquent en fait des mots qu'ils prononcent. Il parle de règles proposées, comme il dit, à vos talents criminels. Il s'adresse aux criminels, aux gens qui ont commis des crimes graves. Et il dit, voilà, vous êtes invités dans notre armée pour blanchir tous vos crimes. La vie nouvelle s'ouvre, vous êtes graciés. Et d'ailleurs, un monsieur documenté par Reuters. Donc il y a le dossier complet de monsieur, il s'appelle Alexandre, qui a tué une fille de 14 ans par la hache et encore ses proches pour quelques milliers de dollars, eh bien, il a passé aux prisons juste un quart de sentence, voilà. Et puis, il est, après plusieurs mois en Ukraine, j'imagine, il continuait dans son style, la pratique, il est maintenant en vacances en Turquie. Je ne sais pas, est-ce qu'on veut que les gens pareils se promènent en France, en Europe, et avec leur belle langue propre? Quand j'attends ce type d'expression, je vous épargne de décrire mes émotions. Mais consciemment, j'ai mis dans ce livre-là, en particulier ce chapitre que je citais, et mis en valeur, consacré à Nadezhda et Osip Mandelstam. Et figurez-vous, déjà 4 ans après l'annexion de la Crimée, 4 ans après la guerre déclenchée en Donbass,
tout près de Maïdan, moi, avec mes collègues, nous avons inauguré une plaque, très belle d'ailleurs, faite par un excellent artiste, mise contre le mur de la maison où ils ont habité. Elle dit que ma vie est commencée par notre rencontre à Kiev en 1919, etc. Et à l'inauguration de cette plaque, les meilleurs poètes ukrainiens sont venus. Ils ont lu par cœur les poèmes d'Ossip Mandelstam et ses traductions en langue ukrainienne. Je crois que c'est une manifestation absolument claire pour dire qu'on est contre le régime soviétique, langage soviétique, brutalité du régime poutinien, mais ce qui est, je dirais, l'endroit où on peut entendre sans des fausses pensées et fausses associations l'œuvre citée, aujourd'hui, c'est Kiev. Et ça va demeurer, j'espère. Je peux aussi citer un autre article, si vous permettez, qui peut-être vous aidera à découvrir l'un des meilleurs penseurs politiques ukrainiens du 19e siècle, on dirait Tocqueville ukrainien, Mikhail Dragomanov. Si vous avez le livre, donc je peux vous indiquer la page 90. Et ce qui est intéressant avec Dragomanov, lui, professeur d'histoire universelle de Kiev, il était expulsé par le régime tsariste, il habitait à Genève. Il a publié, ses œuvres en 2 volumes étaient publiées à Paris en langue russe. L'auteur de la première constitution rédigée dans l'Empire russe. Et ce qui est fascinant, il était considéré comme maître par exemple, Struve, Berdiaïev, Bulgakov et d'autres noms que vous connaissez. Eh bien, j'ai relu, et c'est publié dans ce texte, 6 exigences qu'il propose encore à l'Empire russe. Ils sont comme si c'est publié aujourd'hui et signé par les membres du mémorial. Ils sont toujours d'actualité brûlante. Ils sont tout simples pour vous. Vous allez dire que ce sont les banalités, mais si vous habitez quelques mois à l'Est, et encore plus à l'Est que l'Ukraine, vous allez comprendre que ce sont exigeants absolument nécessaires. Il dit, je cite, le respect par la police de la sécurité de la personne et de l'inviolabilité du logement. 2. Sécurité de toutes les nationalités dans leur vie privée et publique. La liberté et égalité des droits de toutes les confessions religieuses. La liberté de la presse, d'enseignement, d'assemblée et de constitution des sociétés. L'autonomie des communautés. Les assemblées locales et régionales, la responsabilité de tous les fonctionnaires devant les assemblées provinciales et tribunaux. C'est absolument les choses inexistantes aujourd'hui dans le pays de Poutine. Donc, tous les membres du mémorial peuvent signer ça en disant que voilà notre charte à respecter cette année. Si quelqu'un le dit en public, il est mis en prison. Merci. Et Dragomanov fait effectivement partie de cette galerie de portraits de personnages qu'on peut découvrir dans le livre et qui pointent aussi les contradictions du régime russe tsariste de l'époque, qui disait par exemple lutter contre l'Empire ottoman, mais qui pratiquait les mœurs turques dans son propre pays. Autre contradiction du discours de la propagande russe actuelle, le rôle de l'OTAN. Avec le recul, nous savons que l'OTAN est un épouvantail utilisé par la propagande russe. Et comme vous l'avez dit, Constantin, c'est moins pour l'OTAN que pour le Maïdan que Poutine s'est décidé d'attaquer l'Ukraine. Mais que répondez-vous aux nombreux Européens, peut-être mal informés, qui accusent les États-Unis d'Amérique d'avoir joué un rôle néfaste dans le déclenchement du conflit ? J'ai oublié cette petite condition pour continuer le dialogue. Il y a des conditions nécessaires. Je pense que c'est totalement faux. C'est une des chansons du Kremlin qui ne correspond absolument pas à la réalité.
encore une fois, dans l'ouvrage Quand l'Ukraine s'élève, je cite les choses absolument exactes et documentées que au moment de la fin de l'Union soviétique, président Bush affirmait que l'Amérique ne veut absolument pas la fin de l'Union soviétique, voilà, la division, la sortie du pays, etc. Ce n'était pas du tout le but. Au contraire, ils ont tout fait pour prolonger ça. D'ailleurs, je crois que c'était aussi plus ou moins l'opinion de François Mitterrand et de certains nombres d'autres leaders. Pareil, je pense que avec différents commentaires, les pays d'Occident ont regardé les déclarations du Kremlin il y a un an. Et je crois que la décision n'a pas du tout été prise par OTAN en janvier 2022. Je crois que aujourd'hui, nous pouvons, avec l'expérience d'une année, considérer que c'est une erreur absolument gravissime. Si vraiment G7 et d'autres pays, en janvier 2022, début février, envoyaient un message absolument clair, certain, avec les signatures des leaders, que voilà, la réponse à l'agression sera forte, on pouvait éviter cette catastrophe des bombardements de Kiev et des changements de l'ordre du monde, de l'européenne. Donc je crois que c'est toujours avec beaucoup de retard. L'Occident a réagi en fait à l'agression brutale. Il suffit de citer l'annexion de la Crimée. Quelle était la réaction de l'Amérique à l'annexion de la Crimée? Quelle était la réaction de l'Europe, de l'OTAN? Nulle. Les sanctions étaient... voilà, ça, au contraire, ça donnait l'impression que c'est impuni. Et si c'est impuni, eh bien, cette armée criminelle avance. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir d'illusions, il ne faut pas être intimidé par le mensonge toujours véhiculé. Mais j'ai l'impression qu'au contraire, en fait, ce n'est pas tant l'armée réelle, nous n'avons plus illusion concernant l'armée russe, ce n'est pas du tout un danger mythique qui existait encore il y a un an. C'est vraiment la machine de la peur. On veut vous intimider et on emploie différentes phrases qui ne correspondent à aucune réalité. Par exemple, 3 mots qu'on met toujours ensemble qui n'ont aucun sens. Troisième guerre mondiale, dans la réalité d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens historique. Au XXIe siècle, on n'aura rien d'analogue à la guerre, à la Grande Guerre 1914-18. Rien. Ce qui se passe concrètement depuis 8 ans dans cette guerre, c'est totalement différent sur tous les plans techniques, stratégiques, pratiques, etc. En revanche, cette guerre-là est déjà mondialisée sur le plan, encore une fois, économique, médiatique, etc. Et la solidarité, du coup, qui agit, qui change la donne, est aussi mondiale. Évidemment, vous allez dire que ça pouvait être beaucoup plus fort, beaucoup plus mieux, d'autres pays peuvent être actifs. Oui, on est sur ce chemin, mais je dirais, une des aspect important, c'est éviter les fausses analogies, de ne pas répéter ça. Hélas, j'attends assez souvent sur les plateaux qu'on répète les analogies qui n'ont pas du tout la pertinence. Merci. Constantin Sigoff, vous êtes chrétien, vous ne le cachez pas, et dans le livre, vous parlez même de l'œcuménisme tel qu'il se pratique en Ukraine. L'Ukraine, qui est le berceau de l'orthodoxie avec le baptême de Vladimir, mais qui est une terre aussi qui abrite d'autres églises catholiques, protestantes. Comment les églises ukrainiennes traversent-elles ce conflit? Et est-ce qu'on assiste à un nouvel œcuménisme du sang? Écoutez,
consciemment, j'ai mis à la fin, dans le chapitre à propos du combat spirituel, et un grand auteur spirituel qui s'appelle Rimbaud disait que le combat spirituel est plus dur, n'est-ce pas, que la bataille des hommes. Donc le texte sur la confiance vulnérable et le chant nouveau des Thésées. Les gens des Thésées étaient à Kiev il y a quelques semaines. Ils pratiquent malgré tout l'accueil, présence et le chant. Écoutez, ce qui m'a frappé quand j'ai visité il y a une dizaine d'années, que dans leur chant, il y a des grandes langues, votre belle langue, bien sûr langue allemande, anglais, italien, mais il y a aussi le chant en tchèque, en slovaque, en polonais, en ukrainien, en estonien. Leur site web en 33 langues. Donc c'est un plurilinguisme engagé et dans un milieu qui, voilà, Cluny, la France profonde, etc. 33 langues pratiquées, chantées. Quand j'ai vu plusieurs milliers de personnes chanter une chanson écrite par un génial compositeur, Valentin Silvestrov, une chanson de Noël, 3 phrases, mais une musique sublime. Écoutez, j'ai eu l'impression que voilà, il y a des gens qui ont compris quelque chose par rapport au XXIe siècle en Europe, par rapport au changement à faire en Europe. Et si vous voulez, je suis grandi dans un pays qui a pratiqué pendant 70 ans l'athéisme d'État, c'est-à-dire violent, qui mettait en prison chaque personne qui osait ouvrir la Bible, lire en hébreu, en grec, en ukrainien, en slavon, etc. Donc voilà, on connaît aussi le côté violent. Évidemment, ça ne nous fait pas oublier d'autres violences pratiquées pendant les siècles précédents, mais simplement pour vous dire que c'est notre expérience vécue. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y a, je crois, 2 jours, le Conseil de toutes les religions présentes en Ukraine, d'ailleurs les grands représentants du judaïsme, d'islam, de toutes les confessions chrétiennes, grecs catholiques, catholiques romains, orthodoxes, protestants et d'autres. D'ailleurs, cet organisme existe en Ukraine depuis 20 ans. Je crois que c'est assez unique en Europe. Donc, avoir tout le temps les consultations, les documents signés ensemble. D'ailleurs, leurs documents pendant Maïdan jouaient un rôle. Ils ont fait plusieurs voyages dans différents pays. À sa manière, ils pratiquent les maisons de la sagesse. Et donc, la semaine dernière, ils ont visité Rome, ils ont rencontré Pape. Donc, c'est une nouvelle qui n'est pas banale du tout. Je crois qu'il y a une pluralité réelle vécue en Ukraine, pas seulement sur le plan culturel, linguistique et autres, mais confessionnel. Donc, il y a une tolérance. Il y a le fait que c'est un pays avec peut-être l'un des plus bas niveaux d'antisémitisme enregistré, très surveillé, très analysé. Et d'ailleurs, peut-être le seul pays en Europe où pendant plusieurs années, le président et le vice-président étaient élus, donc d'origine juive. Il était élu et vous connaissez leur biographie. Donc, dans ce sens-là, oui, je crois que le moment à prendre au sérieux, à respecter les convictions fortes des gens, sans nécessairement, voilà, jouer, comment dirais-je, je dirais de plus en plus, on est réservé par rapport à l'imposture, aux gens qui préfèrent afficher ça. Et je crois que les plus grands dégâts, en fait, qui sont causés pour les gens qui prennent la Bible au sérieux,
c'est toutes les déclarations sur les valeurs traditionnelles véhiculées par le pouvoir justement terroriste qui manipule, qui utilise ça pour les buts absolument cyniques. Et je suis très étonné comment les gens peuvent en même temps regarder le groupe Wagner, enfin le nom même, d'ailleurs c'est exactement le compositeur Wagner qui est en question, c'est pas du tout abstrait, et en même temps penser que ces gens-là, donc l'armée criminelle, défend les valeurs traditionnelles. Alors comment vous tolérez ça? Comment vous voyez ça ensemble en France? C'est une question pour moi, c'est une interrogation, un défi pour une rationalité cartésienne. En tout cas, je pense que c'est un grand changement en fait, je pense, pour différents pays du monde, pour notre planète, à reconsidérer les rapports entre temporel et spirituel et les dangers manipulés, utilisés pour les buts politiques. On a vu ça en Amérique de Trump, on voit ça maintenant en pays de Poutine. Et donc la prudence et le discernement sont tout à fait nécessaires. Et pour discerner, il faut connaître. Il ne faut pas du tout être ignorant. Donc il faut étudier. J'ai eu des très bons maîtres en la matière. Et en particulier, je suis très reconnaissant pour Anne-Marie Pelletier, qui connaît parfaitement la Bible en hébreu, en grec, les commentaires en latin, et qui a fait préface et qui avertit en fait les Français par rapport à cette situation actuelle, à prendre très au sérieux. Merci, cher Constantin. Cher public, je ne vous oublie pas, on va vous donner la parole. Alors, vous avez un micro ici, et pour ceux qui nous suivent à distance, vous pouvez envoyer vos questions par le chat et je les lirai. Peut-être on peut prendre quelques questions et puis répondre à plusieurs. Mais en attendant, si vous le permettez, madame, je vais peut-être prendre les questions qui me sont déjà arrivées par le chat. Après, vous prendrez la parole. Donc, je les prends à la suite. Quelles actions faut-il mener en direction de la Russie pour l'aider à se désoviétiser, en particulier envers les opposants russes à Poutine, qui ont pris des risques pour soutenir l'Ukraine? Deuxième question, au-delà de l'aide militaire et financière actuelle, qu'est-ce que l'Ukraine attend de l'Europe? Et troisième question, quelle demande auriez-vous à adresser aux orthodoxes de l'Union européenne? Pour la première question, je crois que c'est bien de citer l'auteur que vous connaissez, cité par Anne-Marie Pelletier à la fin de l'avant-propos. Vassili Grossman, il dit « L'histoire des hommes n'est pas le combat du bien cherchant à vaincre le mal. L'histoire de l'homme, c'est le combat du mal cherchant à écraser les minuscules graines d'humanité. » Et il conclut, si même maintenant l'humain n'est pas été tué en l'homme, alors jamais le mal ne vaincra. Je pense qu'il y a des auteurs comme Grossman, Chalamov, Mandelstam à relire. Simplement, c'est précisément les auteurs qui sont marginalisés, qui sont en quelque sorte mis entre parenthèses avec les agents étrangers. Et donc, voilà, il faut être bien orienté et savoir aussi les questions, les œuvres, mais aussi les questions. Par exemple, j'ai fait les commentaires de débat avec Berdiaïev, né à Kiev et mort en France, à Paris, à propos des questions du droit. Une certaine manie de remettre droit et la justice au second, troisième plan,
pour des raisons prophétiques, éthiques, ascétiques, etc., et du danger de cet aveuglement, en quelque sorte, à l'égard d'une hiérarchie des institutions, des rapports, voilà, division du pouvoir, etc. Donc, à mon avis, il faut être beaucoup plus exigeant. Il ne faut pas avoir d'illusions. Une des illusions, à mon avis, c'est oui, vous êtes conscient qu'en Russie, on sacralise le pouvoir d'État. C'est vraiment idole qui d'ailleurs a reçu déjà beaucoup de sacrifices. Mais en revanche, assez souvent, on sacralise aussi quelques personnes isolées qui sont à l'opposé. Et donc, tout simplement, si vous regardez la sociologie, aujourd'hui, l'opposition, c'est 0,0, etc. Et c'est clair que les voix les plus honnêtes, les plus prophétiques russes disent que libération passe par la défaite militaire du régime Poutine, par la justice, par les tribunaux. C'est absolument nécessaire pour l'avenir. Précisément, le fait que Mémorial était interdit il y a un an, qu'aucun jugement n'a tombé sur le crime contre l'humanité de Staline et compagnie, c'est la cause de ce que nous sommes en train de vivre. Donc répéter cette erreur, être indulgent, dire que c'est un peu leur habitude chez eux, là-bas, c'est pas notre affaire, c'est une erreur gravissime. C'est-à-dire qu'on va vivre encore, on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, les soucis à rétablir l'ordre sur notre continent. Et je cite Patočka, enfin, l'auteur que vous connaissez, préfacé par Paul Ricoeur en traduction en français. Jan Patočka disait que l'Europe, c'est le continent de la vie interrogée. Donc il faut vraiment interroger le continent et pas seulement tout ce qui est à l'ouest de Berlin. Et alors, je vous rappelle les autres questions qui nous avaient été posées. Donc, au-delà de l'aide militaire et financière actuelle, qu'attend l'Ukraine de l'Europe? Et quelles demandes auriez-vous adressées aux orthodoxes vivant en Union européenne? Écoutez, je pense que une des choses à vraiment repenser en Europe, c'est le rapport entre le duo franco-allemand et l'Europe centrale. Il faut quand même admettre que c'est plutôt les pays comme Estonie, Lituanie, qui disaient vrai, qui voyaient de manière beaucoup plus adéquate la situation. Ils ont considéré avec quand même une sorte de condescendance inadmissible. Ils n'ont pas été pris au sérieux. Et je crois, par exemple, les paroles récentes du Premier ministre polonais à propos de la situation, des efforts de l'agresseur d'acheter certain nombre de personnes toujours en Allemagne, en Italie, en France, etc. Il ne faut pas non plus voilà, pratiquer la politique d'autruche. Encore une fois, je pense que de toute façon, l'Europe est déjà recentrée. Le rôle de l'Europe centrale est différent. Et donc, à mon avis, il ne faut pas trop tarder. Vous avez vu les réunions, par exemple, de la Grande-Bretagne avec 7 pays à Tallinn. Eh bien, je souhaite que la France soit au rendez-vous, qu'elle soit plutôt... Voilà, il y a une initiative. Il y a une vraie initiative de la France à prendre très au sérieux l'expérience des pays qui ont vécu pas seulement la guerre avec l'Allemagne nazie, mais aussi l'expérience du totalitarisme soviétique et qui savent pertinemment à quoi on a l'affaire. Donc voilà, si vous appréciez l'expertise, eh bien, il y a des experts en Europe centrale et en Ukraine.
Oui. Euh, Écoutez, évidemment, on parle d'une minorité active en Europe. Je pense que j'étais personnellement très étonné par le courage de Constantinople, donc situé à Istanbul, dans un Turquie qui n'est pas spécialement un pays libre et démocratique, par le courage de lancer le défi au mélange politico-religieux, donc en fait à la religion politique de Moscou, et de dire arrêtez, on ne peut plus pratiquer cette volonté d'asservir les chrétiens d'Ukraine et donc donner une liberté, une légitimité à la voix d'une petite nation de 40 millions d'habitants, de parler par leur propre voix et pas du tout faire partie de la délégation toujours du Kremlin. Donc je crois que c'est une donne nécessaire. Consciemment, je ne cite pas maintenant les noms personnels, des noms propres. Je pense qu'il faut sortir du jugement, j'aime cette personne, je n'aime pas cette personne, etc. Donc sortir des choses trop personnelles et de voir en clair que voilà, on est dans l'histoire où il y a 15 églises orthodoxes dans le monde, plus grandes, plus petites, etc., avec leur langue, avec leur tradition. Et c'est quand même le moment de dire que les libertés démocratiques sont tout à fait nécessaires à respecter pour tout le monde et donc n'est plus jouer impérialisme sacralisé. À mon avis, nous libérer de impérialisme anachronique, c'est aussi un devoir tout à fait urgent. C'est un travail de fond. Il faut changer beaucoup de choses. Il faut d'ailleurs repenser notre vocabulaire, les pratiques. Mais je crois que c'est tout à fait nécessaire. Et c'est inévitable en quelque sorte. Donc c'est bien que les Français pensent en profondeur ça et que les gens pour qui l'héritage, par exemple, pendant le Seconde Guerre mondiale, je sais qu'à Paris, par exemple, certains nombres des Juifs étaient sauvés par Mère Marie Skaptsov, par Dimitri Klipinin, par d'autres personnalités. Je crois que l'héritage de ces gens-là, qui ont été dans le camp, devenus martyrs, avec Dietrich Bonhoeffer et avec certains nombres d'autres personnalités, je crois que voilà, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, mettre tout ça au musée, dans les archives, et écouter les grands de ce monde, et encore une fois, à servir les beaux discours tirés de la Bible pour les fins qui n'ont aucun rapport avec la vie tout simplement humain. Voilà, il faut un peu plus d'humanité et puis après, on va écouter les discours qui utilisent les grands mots. Donc on est plutôt aujourd'hui réticent. Et je pense qu'il y a aussi... voilà, Timothy Snyder cite Hannah Arendt de l'effort de sortir des cacophonies. À mon avis, il y a pas mal de cacophonies organisées et j'essaie de décrire dans ce livre les efforts courageux pour sortir de cette cacophonie et entendre les voix voilà, qui sont assez sages et prudents pour éviter des fausses notes. Merci. J'aurais souhaité que vous donniez votre avis sur une question qui m'a personnellement très fortement perturbée ces derniers jours. C'est à propos de la livraison des chars à l'Ukraine. On a vu que l'Allemagne hésitait. Moi, je crois comprendre que l'Allemagne hésite parce que
elle redoute la réaction russe. Et d'une certaine façon, je me le dis aussi, c'est-à-dire, si nous allons livrer des chars en très grand nombre, ce qui permettra militairement, on l'espère, de réduire la Russie, mais est-ce que cet abominable régime ne va pas nous lancer la bombe nucléaire ou quelque chose d'aussi atroce, quoi. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Merci madame, je vous comprends parfaitement votre interrogation, votre pensée, il faut en parler clairement et ouvertement. Je pense que en fait, nous assistons à un bluff du Kremlin. C'est pas du tout. Écoutez, je n'ai pas d'illusion, évidemment, sur les empêchements d'ordre moral ou même politique. Non, je pense que tout simplement, techniquement, l'adversaire est beaucoup plus faible. Dans l'un des derniers dossiers très détaillés de la revue Politico, on dit qu'effectivement, nous assistons à la fin de ce régime et de leur capacité d'agresser. Je pense que, encore une fois, par rapport, voilà, la seule manière d'éviter le pire, c'est d'être vraiment beaucoup plus solidaire, sans hésiter, sans être, voilà, arrêté par les discours, par exemple, d'Hongrie, d'ailleurs aussi très confus. Le dernier interview, il dit que si l'Ukraine perd, l'armée russe va entrer directement en guerre avec les pays européens. Donc, encore une fois, tout ça, ça fait une partie du jeu de la peur, d'intimidation, en particulier de la France. Il y a 12 pays qui ont décidé de livrer les chars. Donc aujourd'hui, c'est la question du timing, c'est une question du calendrier, ce n'est plus une question oui ou non. Je vous assure qu'à partir du moment que le Parlement européen déclarait le régime Poutine régime sponsor du terrorisme, pour vue du Kremlin, la guerre est déclarée. Vous pouvez dire, oui, on peut charrier, on peut sacraliser le mot co-belligérant, pas co-belligérant. C'est notre affaire des gens qui pensent aux mots et à l'emploi plus juste, etc. Il faut très clairement comprendre que l'Europe, l'Occident, est déclaré l'ennemi. Et tout ce qu'on peut faire contre cet ennemi va être fait. Il n'y a pas d'illusion là-dessus. Simplement, notre agresseur est 30 fois plus faible sur le plan économique, militaire, etc. Et donc, vous savez, c'est un peu la situation lorsque l'éléphant hésite en regardant, je ne sais pas, l'éléphant a peur des souris ou des... Voilà, donc oui, cet éléphant est très pacifique, il est habitué à être attaché à la paix, à la tolérance, etc. Oui, mais c'est un éléphant. Ce n'est pas des moustiques. Donc, à mon avis, d'une part, ce que nous sommes en train de vivre, c'est tragique, parce que le mot-clé de notre époque, ce n'est pas l'engrenage, ce n'est pas l'escalade, c'est le retard. On est tout le temps en retard en 2014, en 2008, en janvier 2022, et aujourd'hui on est encore en retard. Beaucoup de choses pouvaient être faites déjà au mois de mars 2022. Donc voilà, les historiens vont constater qu'un tel retard coûtait tel nombre de vies des civils, des militaires, d'ailleurs ukrainiens et russes. Et je pense que, j'espère que nous allons ensemble finalement assister à la défaite
du régime terroriste, donc à notre victoire commune. Et après coup, peut-être un certain nombre de gens ne vont pas vouloir regarder qu'à une telle date, en janvier 2023, ils étaient frileux, ils avaient peur. Mais encore une fois, je comprends la réaction de la peur. Simplement, nous, on n'a plus du tout ce sentiment. C'est dans le passé. Et j'espère, j'ai l'impression que quand même, malgré tout, vous avez aussi de moins en moins peur. Et ça, c'est très important. J'ai envie de donner le micro à un certain nombre de personnes dans cette salle, mais je souhaite que vous levez la main. Bonsoir, je suis ukrainienne et en fait j'ai une question. Au début de la guerre, plusieurs Ukrainiens ils espéraient que les Russes ils sont contre la guerre, ils vont se lever, ils vont protester contre le régime poutinien. J'ai beaucoup des amis qui ont appelé aux Russes, qui ont écrit les posts Facebook. D'autant plus qu'en Ukraine, il y a beaucoup de familles mixtes, russes et ukrainiennes. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Russes, ils ne se sont pas levés et ils ne sont pas protestés contre les régimes poutiniens? Il y a plusieurs facteurs. C'est une autre conférence que je pourrais faire sur le sujet parce que ça m'interpelle depuis très longtemps et je reste toujours d'ailleurs dans les échanges avec mes collègues. On continue d'ailleurs de traduire notre vocabulaire des philosophies européennes. Donc on travaille très concrètement et on réfléchit pourquoi. Peut-être vous avez vu une immense manifestation en solidarité avec les femmes iraniennes et on se demande pourquoi dizaines de milliers de personnes ont fui la Russie. Est-ce que vous avez vu à Paris une grande manifestation russe contre la guerre? Et pourtant, ce n'est pas dangereux. Je pense que, par exemple, les difficultés que je ne peux pas citer les noms et les institutions qui sont aujourd'hui en Russie pour ne pas leur mettre en difficulté, mais je sais pertinemment que la société est radicalement atomisée, beaucoup plus atomisée que pendant les périodes brejneviennes. Donc chacun est dans sa cuisine. Quelqu'un courageusement peut dire à sa femme ou à quelqu'un ses pensées, mais ça n'a aucune traduction politique. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas avoir d'illusions. Les gens ont peur, infiniment plus peur qu'ici. Les gens sont divisés. Ils n'ont pas pris conscience du danger au début des années 90. Ils n'ont pas vu clair le danger à donner le pouvoir au KGB. Écoutez, très concrètement, puisque vous avez posé cette question, imaginez-vous l'organisme qui s'appelle KGB ou avant NKVD, pendant 70 ans, ces gens-là étaient instruits comme les athlètes. Vraiment, c'était leur sport à mentir, tuer, torturer, détruire, etc. C'était leur métier. Dans ce métier, Volodymyr Poutine voulut entrer dès plus son jeune âge. Il n'a jamais changé. Il est professionnel pour mentir, détruire et tuer. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière politique. C'est absolument documenté. Il a fait sauter les maisons en Russie en 1999 pour mettre ça sur le dos des Tchétchènes et devenir président du pays.
Donc les maisons sautées sont d'abord en Russie et ensuite en Ukraine, ensuite en Tchétchénie, en Grozny ou en Syrie et dans d'autres pays ravagés par cet ouragan néo-totalitaire. Et donc, à mon avis, oui, c'est très grave parce que cette machine, c'est pas seulement, c'est pire que mafia qui a pris le pouvoir d'un État. C'est un mafia qui a un siècle d'expérience à diviser et régner, qui a beaucoup travaillé en France et donc qui a toujours ici une certaine influence, qui a travaillé en Allemagne, l'Allemagne de l'Est, il y a encore un souvenir assez présent, et dans d'autres pays. Donc le fait de ne pas prendre au sérieux ce danger qui vient du XXe siècle, mais qui est en plein cœur du XXIe siècle, qu'on doit... Voilà, c'est un cancer social, politique grave. Donc il faut faire radio, il faut tout faire pour nous libérer de cela. Léo Strauss disait que nihilisme, dans son article sur nihilisme allemande, c'est la volonté de détruire la civilisation européenne. Et donc, de temps en temps, on a des efforts radicaux à détruire la civilisation européenne. Aujourd'hui, c'est l'un des dangers réels. Et il dit, c'est assez étrange, pourquoi pour l'autodestruction, on choisit plutôt militarisme que alcool, par exemple. Alcoolisme, c'est aussi efficace. Donc je pense que dans l'Union soviétique et maintenant dans les pays de Poutine, on fait le mélange, on utilise les deux, et c'est le militarisme qui est devenu l'alcool préféré, la drogue. Et donc les gens ont peur d'être mobilisés, d'être tués, et donc je crois vraiment le moteur essentiel, la cause, qui distribue les cartes, c'est la peur. Et donc, c'est à cela que nous résistons ensemble avec vous. Et je pense que notre résistance, malgré tout, a des chances à emporter. Encore une dernière question. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence. Simplement une question au sujet de la peur précisément, puisque vous balayez un peu tout à l'heure d'un revers de la main en disant que qu'aucune analogie n'était possible avec une situation de guerre mondiale, en évoquant du coup la Première Guerre mondiale, et notamment la logique de bloc qui se faisait face. Mais lorsque l'on regarde du coup la montée des fièvres nationalistes, y compris en Orient, puisque vous évoquez la Turquie, on peut évoquer la situation en Inde et en Chine, puisque ça a été peu évoqué, mais ça reste sous parapluie chinois quand même que ce conflit intervient, c'est-à-dire avec l'assentiment et la promesse d'un partenariat stratégique illimité qui, d'une certaine façon, a donné au Kremlin les ailes pour déclencher cette invasion. Et donc, je voulais avoir votre vision là-dessus, un peu plus approfondie, qui est de dire dans quelle mesure est-ce que les égoïsmes sacrés et les fièvres nationalistes que l'on voit pousser un peu partout dans le monde, dans quelle mesure, et avec les blocs qui vont avec, c'est-à-dire on voit la Chine, mais on voit aussi l'Iran, on voit la Chine et l'Iran faire bloc aussi autour de la Russie en ce moment, dans quelle mesure est-ce que tout ça finalement ne reproduit pas une stratégie peu à peu de bloc contre bloc qui préfigure des conflits de plus grande intensité? D'une manière assez vaste, articuler les peurs. Les peurs, différents types d'avoir peur. Et effectivement, c'est un sujet d'une autre conférence à donner. Simplement, je pense qu'il ne faut pas trop vite, tout de suite, dire que Chine et Iran sont les alliés. Donc, il y a des raccourcis, il y a des nuances à mettre et à distinguer. Ce qui est clair, que tout simplement, par exemple, le risque imminent de l'agression
de Taïwan est bloqué et pour le moment arrêté par la résistance ukrainienne. Ça, c'est clair. Ça, c'est une vérité absolument claire pour les dizaines de millions à Taïwan et dans d'autres pays du monde. Donc, ça veut dire aussi que notre résistance commune et notre effort à remettre l'ordre international, c'est la condition sine qua non à dire stop au régime autoritaire qui regarde très attentivement comment la France, par exemple, et d'autres, l'Allemagne, les pays d'Europe, sont en train de réagir à cette transgression du droit international par la Russie. Donc, céder à l'économie russe, on sait que c'est une économie plus faible que l'économie italienne et dizaines de fois plus faible que l'Union européenne, céder à cela, ça veut dire ouvrir la porte, par exemple, à la violence de la Chine. Donc, avoir au rendez-vous un danger beaucoup plus redoutable. Donc, à mon avis, la manière la plus économique possible et la plus réaliste possible, arrêter l'incendie ici, avant que ça propage sur d'autres espaces et continents. Je voulais dire aussi une chose, parfois j'attends en France, on dit pourquoi, oui c'est bien beau que l'Europe a réagi avec une telle solidarité par rapport à notre résistance, pourquoi ça, ce n'est pas le cas par rapport à d'autres pays? Eh bien, il faut bien dire que, par exemple, notre résistance à l'armée Wagner, c'est la seule manière de stopper la même agression en Afrique, en Syrie. Et donc, au lieu de retomber sur les rails de la concurrence, des victimes, etc., il faut regarder ça en termes de solidarité. Si on remet un peu plus d'ordre à l'est de l'Europe, nécessairement, on va arrêter les mêmes, on peut dire, l'endroit de ce cancer terroriste en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, etc. Donc, je pense que, encore une fois, notre effort à rétablir l'ordre international va être respecté par tout le monde si on est assez fort, conséquent et solidaire. Donc le mot solidarité, à mon avis, doit prendre un sens beaucoup plus fort, fraîche, nécessaire et être un mot d'ordre, un mot qui nous réveille, qui nous invite en fait à mettre de côté les petites choses qui peuvent diviser et regarder l'aspect central, la vie de chaque être humain, la liberté, la dignité et l'humanité, dans ce sens-là, très concrètement incarné par chaque être qui ouvre tel ou tel livre et préfère lire que prendre un H. Merci Constantin Sigoff. Merci pour vous. Merci de tout cœur. Avec vous, c'est l'Ukraine que nous applaudissons. J'espère que vous allez lire l'Ukraine. Voilà, donc la soirée n'est pas terminée. Nous avons une séance de signature ensuite donc, de l'ouvrage « Le courage de l'Ukraine ». Je rappelle que cette conférence était organisée par le magazine La Vie, qui fait partie du groupe Le Monde. La Vie, qui est un magazine chrétien hebdomadaire qui sort tous les jeudis. Et nous avons la joie de vous proposer chaque mois une conférence sur un thème d'actualité. La prochaine conférence, qui aura lieu dans cet auditorium et en ligne, aura lieu le lundi 6 mars, de 18h à 19h30, et nous recevrons Céline Spector, professeure de philosophie politique à Sorbonne Université,
et elle nous aidera à réfléchir au thème suivant qui fait écho à la dernière question qui a été posée du public. Je cite, « Face à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, à la Turquie, le modèle européen peut-il durer dans un monde d'empire ?» L'information paraîtra prochainement dans La Vie et sur le site lavie.fr.